Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une série de 40 questions de test de code de la route. N'hésite pas à prendre un papier, un crayon pour noter toutes tes erreurs, ça va t'aider à progresser. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Je surveille l'évolution de la situation. Devant moi, oui, réponse A, non, réponse B. Derrière moi, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien la photo, on voit que là, nous sommes dans une voie d'insertion. Le but de la voie d'insertion, c'est d'analyser si je dois accélérer fortement pour pouvoir passer par exemple devant ce poids lourd, ou alors est-ce que je vais m'insérer derrière ce poids lourd. Pour tout ça, il va falloir que j'observe autour de moi. Donc je vais observer, voir s'il y a de la circulation devant ce poids lourd, s'il y a quelqu'un d'autre qui va aussi se rabattre, par exemple quelqu'un qui est en train de dépasser le poids lourd et qui va se rabattre. Et si moi je veux m'insérer à ce moment-là, eh bien c'est un risque d'accident. Donc je dois observer ce qui se passe sur l'avant, mais je dois aussi observer ce qui se passe sur l'arrière pour voir s'il y a d'autres véhicules qui arrivent ou qui sont assez proches du poids lourd, de manière à adapter mon allure, savoir si je m'insère devant le poids lourd, derrière le poids lourd, ou s'il y a plusieurs voitures derrière le poids lourd, est-ce que je m'insère derrière toutes ces voitures-là? D'accord? Donc là, c'était réponse A et C, je dois à la fois surveiller devant moi et derrière moi. Question numéro 2. Le permis suffit pour tracter une remorque jusqu'à 750 kg. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous savez, une remorque doit posséder sa propre carte grise à partir d'un PTAC. Donc, le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. Donc, si son PTAC est supérieur à 500 kg, elle doit avoir sa propre immatriculation, donc sa propre carte grise. D'accord? Autre terme, c'est certificat d'immatriculation. Donc, avoir sa propre aussi plaque d'immatriculation. Mais en effet, avec le permis B, on peut conduire une remorque jusqu'à 750 kg, c'est possible. Donc oui, réponse A. Question 3. Pour aller à Bruxelles, je vais utiliser une sortie, oui, réponse A, non, réponse B, une bifurcation, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, il y a plusieurs choses qui vous disent que c'est une bifurcation. Avec ce panneau-là, là, il est bleu, hein, c'est qu'on est sur l'autoroute. Vous avez confirmation ici aussi, vous avez vu, on est sur l'autoroute. Et là aussi, on est sur l'autoroute, si on prend Bruxelles, d'accord? Les panneaux sont bleus. Tout nous confirme que nous sommes sur l'autoroute. Donc, si je vais à Bruxelles, je vais rester sur l'autoroute. Si je reste sur l'autoroute, c'est une bifurcation. Si je sors de l'autoroute, ça sera une sortie. Là, je vais donc emprunter une bifurcation. Donc, c'était réponse B et C. Question numéro 4. Je doute des intentions du trottinettiste. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on voit que là, il fait un petit peu le foufou là sur la route. Est-ce qu'il s'amuse à avancer sur une roue sur cette voie-là ou est-ce qu'il va traverser? On ne sait pas. On ne sait pas son intention en fait. Mais comme je suis assez loin de lui, c'est pas non plus un danger immédiat.
Donc c'est pas utile là de klaxonner. Je vous rappelle qu'on a le droit de klaxonner en agglomération uniquement en cas de danger immédiat. Là, il n'y a pas une urgence absolue. Il n'y a personne derrière moi non plus. Donc là, il suffit juste de ralentir. Ça me laissera le temps, en fait, de comprendre ses intentions et de m'arrêter, par exemple, s'il chute quand il va remettre sa roue au sol ou quand il va passer ce trottoir. Donc là, est-ce que je klaxonne? Non, réponse B. Est-ce que je ralentis? Oui, bien sûr, réponse C. Donc B et C. Question 5. Je laisse passer ces deux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si on revient en arrière, vous avez vu, il y a un feu qui est vert. Donc logiquement, les piétons sont au rouge. D'ailleurs, vous avez vu le pictogramme, c'est les petits bonhommes que vous avez qui sont soit rouges ou verts. Là, il est rouge. Donc j'avais le feu vert. En toute logique, si je vais tout droit, le passage piéton est au rouge. Il ne marque pas l'intention de traverser au feu rouge pour eux. Donc je n'ai pas à laisser passer ces piétons. Donc réponse B. Question 6. Pour avoir la meilleure visibilité possible, déneiger le pare-brise est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça, c'est le genre de question qu'on peut rencontrer assez souvent. Il faut toujours déneiger bien le pare-brise, mais aussi les vitres latérales qui sont sur le côté et à l'arrière aussi, d'accord? Donc, toutes les vitres, il faut les déneiger. Il faut aussi penser à enlever la neige qui est sur le capot, parce qu'en cas de vent, ça va se pousser vers votre pare-brise, et celle qui est aussi sur le toit, parce que si vous freinez, elle va descendre sur votre pare-brise, vous n'y verrez plus rien, ou alors avec la chaleur de l'habitacle, ça va fondre, et donc la neige risque de redescendre devant vos yeux, et c'est le risque d'accident. Donc c'était réponse B. Une acuité visuelle de 10 dixièmes me permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 75 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D. La taille des panneaux, ainsi que les caractères qui sont à l'intérieur, varient en fonction de votre vitesse. Alors avec une acuité visuelle de 10 dixièmes, ça permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération comme celui-ci à 50 mètres. Et pour les panneaux de limitation de vitesse, ça permet de les lire à 150 mètres. Bon là la question nous demande pour les panneaux d'agglomération. Donc je vous ai dit visible à 50 mètres. Ce qui veut dire que ça comprend, parce qu'on vous demande pas la vitesse maximale là, on vous demande à quelle distance ça me permet de lire ça. Donc à 25 mètres je peux le lire parce que c'est en dessous de 50 mètres, et à 50 mètres aussi je peux le lire. Au-dessus c'est trop loin. Donc là c'est réponse A et B. Question 8. Je commence à ressentir des raideurs dans la nuque. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse A. Je m'arrête sur la prochaine aire de repos. Réponse B. J'allume les feux de détresse de mon véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les raideurs dans la nuque,
C'est un des symptômes de fatigue, d'accord, comme le picotement des yeux, les jambes qui s'engourdissent un petit peu, la nuque, les épaules, le dos qui se raidissent un petit peu aussi, hein, il n'y a pas forcément que la nuque, hein. Tout ça, ce sont des symptômes de fatigue. Donc pour ça, il faut s'arrêter sur la prochaine aire de repos. Pas sur une bande d'arrêt d'urgence, elle n'est pas faite pour ça, et c'est dangereux de rester sur une bande d'arrêt d'urgence, sachant que il y a des aires de repos à peu près toutes les 10 minutes sur autoroute. Donc on peut se permettre d'attendre un petit peu, 10 minutes, pour aller jusqu'à la prochaine aire de repos. D'accord ? Est-ce que j'allume mes feux de détresse ? Eh bien, non, je n'allume pas les feux de détresse parce que ça pourrait induire en erreur les autres usagers. Ils pourraient croire qu'il y a un ralentissement, un accident ou une panne. D'accord ? Donc là, c'était la réponse B et D. Question 9. La durée nécessaire pour éliminer 0,15 g d'alcool dans le sang est d'environ 30 minutes, réponse A, 60 minutes, réponse B, 120 minutes, réponse C. Donc c'est pareil, ça c'est à apprendre par cœur. La durée nécessaire pour éliminer à peu près 0,15 g d'alcool dans le sang, c'est environ à peu près 60 minutes, donc 1 heure. Donc là c'était la réponse B. Question 10. Cette installation présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si vous avez vos jambes ici, vos jambes vont être propulsées à la vitesse d'une explosion, hein, parce qu'en fait c'est une explosion qui déclenche l'airbag. Donc là, vos jambes elles vont être propulsées vers votre tête. Et dans ce cas-là, vous pouvez carrément vous défigurer le visage, ça arrive de temps en temps, hein, ou alors vous casser les jambes. Donc là, ne faites surtout pas ça quand vous avez un airbag. Donc là, cette installation présente un risque, oui, réponse A. Question 11. Il est préférable de changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, la route n'est pas large, mais on peut deviner que la moitié de la route, c'est à peu près ici, voilà. Donc, si je reste dans cette voie-là, la voie de droite, je vais rouler dans cette flaque d'eau. Et elle semble profonde. Donc pour ne pas perdre la maîtrise de mon véhicule, ni endommager la partie mécanique en dessous de mon véhicule, dans ce cas-là, il est préférable de m'écarter, à condition que je ne me fasse pas dépasser vers l'arrière et qu'il n'y ait personne qui arrive en face, parce que je ne suis pas prioritaire pour emprunter la voie d'en face. Donc là, il n'y a personne en face, donc il est préférable de changer de voie. Oui, réponse A. Question 12. À cause des problèmes de météo, je circule avec les feux suivants. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors, il pleut, même si on a quand même une bonne visibilité, il pleut. On le voit bien, le pare-brise, là, il y a de la pluie sur le pare-brise. Donc quand il pleut, je dois mettre mes feux de croisement.
En complément de mes feux de croisement, je peux aussi rajouter, si je veux, mes feux de brouillard avant, puisque j'ai le droit en temps de brouillard, neige et pluie. Les feux de route et les feux de brouillard arrière sont interdits. Alors, quels sont les symboles? On a dit qu'on avait le droit de mettre les feux de croisement. Les feux de croisement, c'est ce symbole-là. Si vous avez un doute, vraiment, il faut l'apprendre par cœur, parce que vous aurez d'autres questions là-dessus. Et en circulation, quand vous allez apprendre à conduire, il faudra aussi connaître vos symboles. Donc ça, feu de croisement. Ensuite, le feu de brouillard avant, c'est celui-ci. Donc A et C. Ça représente les feux de route. Et ça représente les feux de brouillard arrière. Donc si vous ne les connaissez pas, notez et apprenez par cœur. Donc là, c'était réponse A et C. Question 13. Le champ visuel d'un conducteur est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 60 degrés à 80 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc je vous confirme, à l'arrêt, le champ visuel, il est bien de 180 degrés. Et plus on roule, plus votre champ visuel va se rétrécir. Pourquoi? Parce que plus la vitesse augmente, plus le conducteur doit porter son regard loin. Et parce qu'avec la vitesse de défilement, les images sur les côtés là, elles s'accélèrent. Donc on est incapable de capter réellement correctement les images qui sont sur les côtés. Le cerveau, lui, il doit faire un tri. Il peut pas gérer le défilement trop rapide sur les côtés et ce qui se passe au loin. Donc on va faire un tri, on va voir ce qui se passe au loin. Et plus vous allez rouler vite, plus le champ visuel ici va se rétrécir. Là, il est bien en effet de 60 degrés à 80 km/h et il va se réduire encore de moitié, donc 30 degrés quand vous serez à 130 km/h. Donc ici, c'était réponse A et C parce que les deux propositions étaient bonnes. Réponse A et C. Question 14. Généralement, un service d'autopartage est payant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous avez deux termes qui sont utilisés pour ça. C'est le service d'autopartage ou alors les voitures en libre service. Ça veut dire pareil, d'accord? C'est la même chose. Autopartage et libre service, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autopartage? C'est un service qui met à disposition aux particuliers, ça veut dire à n'importe qui, une voiture ou plusieurs voitures en location. Évidemment, à condition que vous ayez votre permis de conduire. Et ce service, il est en règle générale, il est payant. Souvent, c'est un abonnement. Donc ici, la question était, généralement, un service d'autopartage est payant? Oui, réponse A. Question 15. Je peux circuler à 90 km/h si ma voiture est équipée de chaînes à neige? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour rappel, les chaînes à neige, ça permet d'améliorer l'adhérence sur une route qui est enneigée. Alors, les chaînes, c'est des équipements qui sont obligatoires sur des sections de route délimitées par ce panneau-là. Donc ça veut dire chaîne à neige obligatoire. Ou des fois, ils peuvent rajouter pneus neige admis. Mais s'il n'y a rien, c'est chaîne à neige obligatoire. Alors, où est-ce qu'on les met, les chaînes à neige? On les met sur au moins, c'est le minimum, les deux roues motrices. Donc ça, en règle générale, c'est à l'avant, parce que la plupart des voitures, les roues motrices sont à l'avant, mais des fois ça peut être à l'arrière pour une propulsion, ça peut être à l'arrière. Il est conseillé d'avoir une vitesse maximale de 50 km/h. Elles sont pas du tout prévues pour rouler à 90 km/h. Donc un conseil maxi 50 km/h avec un équipement de chaîne à neige. Donc réponse B. Question 16.
Il est préférable d'inciter à descendre ces passagers situés aux places arrière, côté rue. Réponse A. Côté trottoir. Réponse B. Alors, il est toujours conseillé de faire descendre les gens du côté trottoir pour éviter tout risque d'accident ou de faire ralentir la circulation ou de leur faire un coup de volant et qui pourrait heurter le véhicule d'à côté. Bref, c'est une prise de risque toujours de descendre du côté de la route. Donc dès qu'on a la possibilité, c'est côté trottoir. Donc là, c'était réponse B. J'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a une réglementation qui nous impose à rouler au minimum sur la voie de gauche uniquement à 80 km/h. D'accord? On n'a pas le droit de rouler en dessous. Ok? La question est, j'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Par contre, je ne reste pas sur la voie de gauche pour le plaisir de rester sur la voie de gauche. C'est uniquement en cas de dépassement. Donc non, je n'ai pas le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h, il faut que ce soit justifié. Donc là, la réponse est non à 80 km/h. Et est-ce que j'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 130 km/h? Non plus, je ne reste pas sur la voie de gauche, sauf si c'est pour un dépassement. Donc c'était non aux deux, réponse B et D. Question 18. Dans cette situation, je reste en feu de route. Réponse A. Je repasse en feu de croisement. Réponse B. Pour ceux qui ont encore des difficultés sur savoir quand est-ce qu'on met les feux, je vous indique vivement à aller voir cette petite fiche-là, où c'est toute une série de questions que je vous pose avec des petits cours sur les éclairages, d'accord? Ça va vous aider. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo-là pour retravailler ça. Alors, en résumé, du coup je vais vous expliquer, mais je vais pas trop m'attarder non plus parce que j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous aider. Les feux de route, on peut les mettre partout, on doit les mettre à partir du moment où il n'y a personne en face, évidemment, et qu'il n'y a pas d'éclairage. Qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça n'a pas d'importance pour les feux de route. Notre critère, c'est personne en face et pas d'éclairage. Et là, c'est le cas. Il n'y a personne en face et il n'y a aucun lampadaire d'allumé. Même si vous rentrez en agglomération, ça nous est égal. Donc là, je reste en feu de route. Réponse A. Question 19. Mes passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture. Moi, si. Je risque une amende pour le passager de 19 ans. Réponse A. Une amende pour le passager de 12 ans. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Un retrait de permis. Réponse D. J'ai donc deux passagers à l'arrière qui n'ont pas mis leur ceinture. On me dit « moi si ». Quand on parle de moi, il faut savoir que je suis toujours le conducteur. Donc moi, conducteur, est-ce que je vais payer une amende pour ceux derrière? Eh bien, il faut savoir qu'un majeur qui ne porte pas sa ceinture aura une amende. Un majeur, c'est quelqu'un qui a plus de 18 ans. Il aura une amende qui lui sera adressée à lui personnellement. Donc si lui, par exemple, il a plus de 18 ans ou plus, il aura lui-même à payer son amende.
Par contre, pour le mineur, imaginons que cette fille qui est derrière a moins de 18 ans, donc elle est mineure. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le conducteur, donc c'est moi, qui devrait payer cette amende-là. Alors, les retraits de points ou de permis ne concernent que les infractions qui sont commises par le conducteur. Donc, je n'aurai pas de points en moins, ni de suspension de permis ou de retrait de permis. J'aurai uniquement une amende. Pour les points ou les suspensions, il faut que ce soit moi-même qui ai fait une infraction. Donc là, c'était réponse B. J'aurai une amende pour le passager de moins de 12 ans, parce qu'il est mineur. Lui, 19 ans, aura sa propre amende, il va la payer lui-même. Et comme c'est pas moi qui ai fait l'infraction, eh bien il n'y a pas le C et D. Donc c'est réponse B uniquement. Question 20. Lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, je débraye. Réponse A. J'embraye. Réponse B. Alors souvent vous vous trompez, même en conduite après, hein. Vous avez tendance à vous tromper entre le terme embrayer et débrayer. Alors la pédale d'embrayage est ici. Alors l'astuce pour savoir si on embraye ou si on débraye. Quand vous allez appuyer sur la pédale, c'est-à-dire l'enfoncer, la pédale elle va descendre vers le bas. Descendre, ça commence par un D. Donc vous allez débrayer. Pourquoi on dit débrayer? Parce que vous savez, vous avez le moteur qui tourne avec la petite transmission, d'accord, et les roues. Là, ça mène aux 4 roues. Quand vous débrayez, vous décrochez l'axe du moteur avec l'axe des roues. Je simplifie, hein, d'accord, c'est pas vraiment les bons termes, mais voilà. Là, vous décrochez, vous défaites le contact entre le moteur et les roues. Ça veut dire que le moteur, il tourne dans le vide, en fait. Donc là, vous allez débrayer. Quand vous allez enlever le pied de votre pédale, ça va se raccrocher. Les deux vont se remettre en contact. Après, ça va se raccrocher. Donc, vous allez entraîner les roues. Donc là, quand vous allez enlever le pied de la pédale, vous allez embrayer. Ça, c'est un moyen mémotechnique. Donc, je descends le pied, je défais le contact entre le moteur et les roues, je débraye. J'enlève mon pied, ça commence à entraîner la voiture, donc j'embraye. Voilà, donc c'était réponse A. Question 21. Je cède le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on arrive dans une intersection. Le véhicule noir, là, qui est à droite, on voit bien la bande stop. Le panneau stop, on le devine un petit peu, mais on voit clairement la bande stop. Donc, il doit me céder le passage. En plus, il regarde dans ma direction, donc c'est pas un danger immédiat, c'est pas un danger important. Par contre, si on regarde un petit peu sur la partie gauche, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, un piéton qui est engagé sur le passage piéton. Je dois donc lui céder le passage obligatoirement, hein, je dois lui céder le passage. Donc même si je roule déjà lentement, vous avez vu derrière qu'est-ce qui se passe? Il y a un véhicule qui est assez proche. Même si je considère que j'ai un peu de temps pour m'arrêter, parce que vous avez vu, hein, je roule lentement, je vais quand même allumer mes feux stop de manière à ce que celui de derrière anticipe mon freinage. J'ai pas encore commencé à freiner, parce que vous savez, hein, il y a les premiers centimètres sur la pédale de frein. Quand on appuie un tout petit peu sur la pédale, on freine pas vraiment encore. Ça sert pas vraiment les roues, mais on a au moins les feux stop qui s'allument. Donc celui de derrière croit que je suis en train de freiner, alors que j'ai pas encore commencé à freiner. Donc du coup, il se met à freiner aussi, lui aussi. Et donc ça évite les surprises. Donc, est-ce que je cède le passage? Oui, je cède le passage au piéton, pas à la voiture, mais au piéton. Est-ce que j'allume les feux stop? Oui aussi, pour des raisons de sécurité. Donc réponse A et C. Question numéro 22. Je circule en feu de croisement, réponse A. En feu de route, réponse B. Ils sont adaptés à la situation. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, là, ce symbole-là, ce sont les feux de croisement qui sont allumés, à ne pas confondre avec les feux de route comme ceux-là, qui sont en bleu. Donc, je circule en feu de croisement. Oui, réponse A. Ils sont adaptés à la situation. Oui, puisque j'ai du monde en face, de toute manière. Donc là, à partir du moment où il fait nuit et que j'ai du monde en face, d'accord, je roule en feu de croisement. Donc c'était réponse A et C. Question 23. J'entre dans une zone 30, réponse A. Une zone de rencontre, réponse B. La vitesse est limitée. Dans cette rue seulement, réponse C. Dans tout le quartier, réponse D. On a le panneau limitation 30 km/h qui est dans un grand rectangle où il y a écrit zone. Donc ça veut dire qu'on est dans une zone 30. Une zone 30, ça veut dire que c'est cette rue-là, mais c'est aussi la rue de droite et puis les rues qui sont peut-être perpendiculaires aussi, jusqu'à ce qu'on rencontre le panneau fin de zone. C'est mis pour tout un quartier. Donc j'entre dans une zone 30, oui, réponse A. Est-ce que la vitesse est limitée dans cette rue seulement ou dans tout le quartier? C'est dans tout le quartier. Donc c'était réponse A et D. Question 24. J'accélère, réponse A. Je serre immédiatement à droite, réponse B. Je ralentis, réponse C. Donc on a entendu, vous avez entendu la sirène. Donc on a un véhicule d'urgence derrière. On l'a reconnu grâce à la sirène à 2 tons. Ça faisait pas 3 tons, c'était à 2 tons. Donc je dois lui faciliter le passage. Alors si j'accélère, je vais me rester devant lui. Et puis vous avez vu, il y a une intersection avec des véhicules qui attendent déjà devant. Et en plus de ça, c'est un pont avec très peu de place pour dépasser. Donc si je reste bloqué ici, je vais bloquer la circulation et lui pourra pas passer. Il ne pourra pas me dépasser du tout. Et si je serre immédiatement à droite, c'est bien, je vais me serrer à droite, mais après je vais devoir m'écarter à cause du trottoir. Donc il va falloir faire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je ralentisse, parce que l'idéal c'est que je patiente ici en fait, dans cette zone-là, que je patiente ici, comme ça lui peut passer, et puis moi après je reprendrai ma direction comme prévu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ralentir et je serre immédiatement à droite, ici, dans cette zone-là. Je ne peux pas le faire plus loin. Donc réponse B et C. Question 25. J'accélère, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je ralentis et je passe, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Alors ici, vous voyez, on arrive sur un passage piéton. On observe toujours des 2 côtés du passage piéton avant de traverser ça. Prenez l'habitude quand vous serez en voiture d'aller chercher l'information sur le trottoir à droite et aussi l'information à partir d'ici et sur toute la longueur là. Parce qu'il peut y avoir un piéton qui est caché derrière un autre véhicule. Alors là, en plus, ce piéton-là, vous avez vu, il n'observe pas du tout ce qui se passe devant. Donc ça devient, en plus de ça, très dangereux. Vous avez non plus personne qui vous colle aux fesses, donc il n'y a aucun souci pour prendre cette décision de s'arrêter pour laisser passer ce piéton. Donc c'était réponse D. Question 26. À l'intersection annoncée, je tourne à droite. Je devrais m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage? À droite, réponse C. À gauche, réponse D.
Alors, là, on peut voir ici que vous avez un panonceau qui nous dit stop dans 50 mètres. Donc, quand c'est un stop, ça veut dire que je devrais m'arrêter obligatoirement. Donc là, c'était déjà la réponse A. Est-ce que je devrais céder le passage, sachant que je tourne à droite, hein, ici on voit bien à droite, est-ce que je devrais céder le passage à droite et à gauche? Alors, quand vous arrivez à une intersection, il faut toujours, même si vous tournez à droite, céder le passage des deux côtés. Donc là, vous avez un stop, ici, voilà, et vous arrivez là, ok? Et là, vous dites, bah moi je tourne à droite, donc en fait, je vais gêner uniquement ceux qui arrivent de là, là. Donc j'ai que cela à laisser passer puisque je ne vais pas emprunter la voie d'à côté. Mais il faut bien vous dire qu'il est possible qu'une voiture arrive dans ce sens-là, et puis, bah, je sais pas moi, soit il y a un vélo qui est ici, là, ou des travaux, par exemple, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'écarter. Et donc, si elle s'écarte pour dépasser, eh ben là, on va arriver sur un face-à-face. Ok? Et moi, j'avais un stop. Je devais la laisser passer. Donc, je dois laisser passer toujours des deux côtés. À droite, on n'y pense pas toujours. Donc, c'était réponse A, C et D. La réglementation autorise le dépassement d'un chargement de plus de 1 mètre à l'avant, oui, réponse A, non, réponse B. De plus de 3 mètres à l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Pour savoir si on peut dépasser à l'avant, il y a une règle, il est strictement interdit de dépasser l'avant d'une voiture, d'accord? Donc là, vous voyez, le kayak, il respecte, il ne dépasse pas le devant du pare-choc. À l'arrière, on a le droit jusqu'à 3 mètres au maximum, donc on peut dépasser jusqu'à 3 mètres. Mais il y a une réglementation spécifique, c'est-à-dire que si on dépasse les 1 mètre par rapport à l'aplomb arrière du véhicule, si on dépasse les 1 mètre, on doit mettre une signalisation qui est réfléchissante pour la journée et même lumineuse pour la nuit. D'accord? Donc entre les 1 mètre et 3 mètres, on doit avoir mis un dispositif particulier. Donc là, la réglementation autorise le dépassement d'un chargement de plus de 1 mètre à l'avant, non, réponse B. De plus de 3 mètres à l'arrière, non plus, c'est le maximum autorisé, donc réponse D. Question 28. Sur autoroute, la première cause d'accident est l'alcool, réponse A, la vitesse, réponse B, la somnolence, réponse C, le non-respect des intervalles de sécurité, réponse D. Trop souvent, les conducteurs ne font pas de pause. Une pause, c'est normalement conseillé toutes les 2 heures, mais les gens ne respectent pas beaucoup ça. Et du coup, la somnolence s'installe. Résultat, c'est que c'est la première cause d'accident sur autoroute quand même, avec 23% des accidents, c'est-à-dire presque un accident sur 4. Donc devant la vitesse, l'alcool et le non-respect des intervalles de sécurité, ça reste la première cause d'accident sur autoroute, c'est la somnolence. Donc réponse C. Question 29. L'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voiture à boîte manuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc l'obtention du permis B vous permet de conduire les deux types de voitures, que ce soit la boîte automatique ou la boîte manuelle. Attention, l'inverse n'est pas possible. Si vous passez le permis B en boîte automatique, vous ne pouvez pas conduire une boîte manuelle tant que vous n'avez pas fait le stage de formation pour pouvoir conduire ensuite la boîte manuelle. Ça sera spécifié sur votre permis de conduire. Donc là, c'était réponse A et C. Question 30. Je transporte des enfants uniquement à l'arrière de ma voiture. J'active la sécurité enfant de la portière arrière droite. Réponse A. J'active la sécurité enfant de la portière arrière gauche. Réponse B. Je désactive l'airbag passager. Réponse C. Alors, quand on transporte des enfants, eh bien, il faut bloquer les deux portières, qu'ils soient installés du côté droit ou du côté gauche, qu'il y ait un ou plusieurs enfants, peu importe. Parce qu'un enfant peut très bien se pencher, ouvrir la portière, enlever sa ceinture pendant que vous conduisez, et là, vous pouvez rien faire, et ouvrir la portière. Donc, par sécurité, il faut mettre la sécurité sur les deux portières, les sécurités enfants. Est-ce que je désactive l'airbag passager ? Non, il faut le maintenir parce que ça va éviter là, si la voiture est ballottée dans tous les sens ou qu'il y a un choc latéral, l'enfant va être projeté sur un côté et donc pour éviter de taper le montant qui est ici, là il va y avoir un airbag qui va se gonfler et donc l'enfant va arriver sur un coussin d'air et pas sur le montant, d'accord ? Donc ça va lui protéger et ça va éviter une fracture du crâne, par exemple. Dans quel cas on doit désactiver l'airbag ? C'est quand on met un enfant dos à la route, à l'avant. Donc là, je ne désactive pas l'airbag passager. Donc c'était réponse A et B. Question 31. Ce constat amiable est utilisable dans les pays de l'Union européenne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est bien un constat européen, donc il est valable dans toute l'Europe. Donc, quand vous serez à l'étranger, vous aurez exactement les mêmes choses au même endroit, la case numéro 12, et il y aura les mêmes choses écrites, mais dans l'autre langue. C'est pourquoi je vous conseille toujours, si vous allez à l'étranger, d'emporter avec vous un constat français. Comme ça vous permettra, pour cocher les cases et rayer là les lignes, de savoir ce que l'autre a mis, même si vous ne comprenez rien dans leur langue, vous savez ce qu'il a écrit, et vous, ça vous permettra de cocher aussi les bonnes cases. Donc emportez toujours un constat français avec vous. Donc là, c'était réponse A. Question 32. Sur une voiture à boîte automatique, la position N dispense de serrer le frein à main. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur une boîte à vitesse automatique, on trouve 4 positions. Le P, c'est pour immobiliser la voiture. Mais par contre, ça ne dispense pas du frein de parking, hein. Ensuite, le R, c'est pour reculer. Le N, c'est pour le point mort. Donc là, le moteur tourne sans entraîner les roues. Sur un terrain qui n'est pas plat, il faut appuyer sur votre pédale de frein et serrer votre frein de parking, votre frein à main. Et puis ensuite, le D, c'est pour avancer. Donc là, sur une boîte de vitesse automatique, la position N dispense, donc ça veut dire que je n'ai pas à le faire, de serrer le frein à main. Eh bien non, il faut serrer votre frein à main. Réponse B. Question 33. Dans cette situation, je peux reprendre l'accélérateur, réponse A,
Garder le pied au-dessus du frein, réponse B. Faire un appel de phare, réponse C. Klaxonner, réponse D. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Le chat s'est mis à traverser. L'enfant a regardé un coup le chat, ensuite il s'est retourné, il m'a regardé, et puis maintenant il regarde de nouveau le chat. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut garder le pied au-dessus du frein. Pourquoi? Parce que faire un appel de phare ou klaxonner, ça ne sert à rien parce que l'enfant m'a déjà vu. Il peut très bien, ça reste un enfant, même s'il m'a vu, décider de traverser, par exemple, si c'est son chat, pour aller décider d'aller chercher son chat, de peur qu'il se fasse écraser. C'est pas parce qu'il m'a vu qu'il est en sécurité et que je suis en sécurité. Ça, toujours bien vous dire sécurité en priorité. C'est pas parce que je vais faire un appel de phare. L'appel de phare, il va peut-être se dire « Ah, c'est bon, il m'a dit que je pouvais aller chercher mon chat. » Le klaxon, bah c'est pareil, c'est le même problème que l'appel de phare, et puis alors le chat non plus, lui il risque de paniquer et puis de partir dans tous les sens, donc c'est pas non plus la bonne solution. Reprendre l'accélérateur, vous doutez bien que c'est encore la pire des choses à faire, hein, parce que là on est face à plusieurs zones d'incertitude. Les zones d'incertitude, pareil, il faut apprendre ce terme-là. Ce sont les zones où on ne sait pas comment ça peut évoluer, c'est-à-dire que le chat, lui, il peut partir par là, il peut partir par là, ou aller à la porte. Donc tout ça, là, dans les quelques secondes qui va venir, ça va être ça, la zone d'incertitude. L'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il peut refaire partir par là, retourner à sa porte, mais il peut aussi aller chercher son chat. Donc ça aussi, c'est la zone d'incertitude. Et moi, ma zone d'incertitude, quand j'arrive, je circule, ça va être ça aussi, sur l'avant, d'accord? Et bien là, vous voyez bien que il y a des zones de rencontre. Et ça, ce sont des zones de danger. Je dois toujours éviter que plusieurs zones d'incertitude ne se croisent, d'accord? Donc, reprendre l'accélérateur, ça va amplifier le problème. Ma zone d'incertitude, plus je roule vite, plus elle va être grande. Donc là, je garde le pied au-dessus du frein. Réponse B. Question 34. Au cours d'un arrêt cardiaque, les lésions au cerveau, consécutives au manque d'oxygène, surviennent à partir dès les premières minutes, réponse A, dès la première heure, réponse B. Donc une personne qui est en arrêt cardiaque, ça veut dire que son cœur ne fonctionne plus. Ça permet plus de transmettre l'oxygène dans le cerveau, d'assurer l'oxygénation. Si le cerveau n'est plus oxygéné, le tissu cérébral du cerveau va être abîmé. Et donc là, il y a des lésions qui peuvent être irréversibles. Donc un arrêt cardiaque qui dure plus de 4 minutes, sans aucune réanimation, ça abîme le cerveau. Donc dès les premières minutes en fait. Donc là, c'était réponse A. Question 35. Je voyage avec un enfant de 9 ans pour éviter qu'il s'ennuie, je l'installe à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, la limite d'âge pour pouvoir s'installer à l'avant d'un véhicule, c'est 10 ans. Vous n'avez pas le droit de les installer à l'avant, même s'ils s'ennuient. C'est pour leur sécurité. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'avant. Il y a une exception de fait, c'est que si votre véhicule, par exemple, c'est un véhicule commercial et que vous n'avez pas de siège à l'arrière, pas de banquette à l'arrière, ou vous êtes dans une camionnette et qu'il n'y a pas de banquette non plus à l'arrière, dans ce cas-là, exceptionnellement, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes autorisé à l'installer à l'avant. Donc là, c'était réponse B. Question 36. Cette signalisation impose de mettre les chaînes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'être équipé de pneus neige sur les 2 roues motrices. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ce panneau-là, vous allez le rencontrer, vous l'aurez pour la période hivernale. La période hivernale, ça sera du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Et puis ça va se situer dans les départements qui sont situés dans les massifs montagneux. Ça peut concerner plusieurs villages, enfin il y a toute une zone dans chaque département. Dans ces départements-là, il y aura toute une zone où on va rencontrer ce panneau-là. Alors si vous voulez plus d'informations, il suffit que vous alliez sur le site de la sécurité routière et puis là, ils vont vous mettre toutes les zones obligatoires, les zones où vous allez rencontrer ce panneau-là. Ça vous permet d'anticiper un petit peu et de vous équiper en conséquence. Dans les lieux où il y aura ce panneau-là, les usagers de la route auront le choix entre détenir des chaînes à neige dans leur coffre. C'est pour ça que c'est mis dans une petite valise. Vous devez posséder des chaînes à neige que vous devez mettre au moins sur les 2 roues motrices ou être équipé de pneus hiver. Donc pendant cette période hivernale, vous devez avoir 4 pneus hiver au moins sur votre véhicule. Ça c'est la réglementation. Alors je vais vous mettre ici ce que c'est qu'un pneu hiver. Donc vous avez vu, il y a des petits symboles. Il y a le symbole M+S ou alors MS et MES, mais vous avez aussi ce petit symbole alpin là aussi, avec le petit flocon de dessiner. Est-ce que cette signalisation impose de mettre les chaînes à neige? Non, ça n'impose pas de les mettre, parce que pendant toute la période hivernale, il n'y aura pas tous les jours de la neige sur ces routes-là. Donc vous devez pouvoir avoir des chaînes à neige à mettre sur vos roues motrices, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ensuite, est-ce que ça impose d'être équipé de pneus neige sur les 2 roues motrices? Non, ça impose pas d'être équipé sur les 2 roues motrices. Ça impose donc les pneus hiver, les symboles que je vous ai donnés tout à l'heure, sur les 4 roues de votre véhicule. Donc là, c'était réponse B et D. Alors, question 37. Mon temps de réaction peut être nul si je suis très concentré sur ma conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le temps de réaction il est en moyenne d'1 seconde. Est-ce qu'on peut le réduire à 0 seconde? C'est la question en fait. Non, c'est pas possible. Vous avez vu d'ailleurs les grands sportifs qui font de l'athlétisme là, qui sont sur les starting blocks. Dès que le coup de pétard est lancé, si vous réagissez en dessous de 20 centièmes de seconde, ils considèrent que vous êtes parti avant le coup de feu et que vous avez triché, donc c'est un faux départ. Donc pour vous dire que c'est pas possible de descendre à 0 seconde, tout simplement. Donc là c'était réponse B. Question 38. Lors du remplissage du réservoir d'essence de mon véhicule, je coupe le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'éteins ma cigarette. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il est absolument nécessaire vraiment de respecter toutes les précautions de sécurité quand vous remplissez votre réservoir d'essence. Il faut absolument couper le moteur et ne pas fumer quand vous êtes à proximité du pistolet, parce qu'il y a des émanations et il pourrait y avoir des risques d'explosion. Donc là, c'était réponse A et C. Avant de passer à la question 39, si vous avez besoin d'astuces pour progresser rapidement, je vous ai fait une petite formation gratuite et vous pouvez en profiter, il suffit juste de vous inscrire, vous y laissez votre prénom, votre adresse mail et vous aurez un lien sur une formation gratuite où je vous donne des astuces pour pouvoir progresser efficacement, c'est-à-dire vite et bien, et des astuces pour pouvoir retenir plus facilement aussi les choses. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à cette formation, ça vous permettra de progresser beaucoup plus rapidement et de rester motivé aussi, ça c'est très important. Question 39. Sur une voiture neuve, l'étiquette énergie indique le niveau de rejet de CO2. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. La consommation mixte. Vrai, réponse C. Faux, réponse D.
Et c'est vrai pour les deux. Ça nous indique le niveau de rejet de CO2 et la consommation mixte. Hein. Je vous avais demandé de réviser cette étiquette consommation énergie pour voir tout ce qu'il y avait dedans. Mais la consommation mixte, c'est la consommation mélangée entre la ville et la route. Pas que la ville et pas que la route. C'est un mélange de ville et route. Donc là, c'était réponse A et C. La dernière question, question 40. Ce panneau implique un changement de limitation de vitesse. Réponse A. Une interdiction de faire marche arrière. Réponse B. Une interdiction de klaxonner. Réponse C. Alors, lorsqu'on rencontre ce panneau, ça veut dire que nous rentrons sur l'autoroute. C'est la règle aussi, je vous avais dit de le réviser. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous sommes limités à 130 km/h, sauf des interdictions à un contraire, mais en règle générale, on est limité à 130 km/h, que c'est interdit à différents usagers de la route, comme les piétons, les vélos, les cyclomoteurs, les tracteurs, que c'est interdit aussi de faire demi-tour, et que c'est interdit de faire marche arrière sur l'autoroute. Donc là, ça implique un changement de limitation de vitesse, oui, parce que 130 km/h, c'était pas possible avant. Maintenant, on va pouvoir rentrer donc sur l'autoroute à 130 km/h. Ensuite, il y a une interdiction de faire marche arrière, oui, et une interdiction de klaxonner, ça n'est pas pris en compte. Donc c'était réponse A et B. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite un bon entraînement. N'hésitez pas à refaire la série si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Mettez-moi un commentaire aussi si vous appréciez le temps que je passe pour vous. Allez, je vous dis à bientôt.